même des gens qui étaient très, très opposés à ce que je faisais au départ, notamment mes parents. Je vois la forme dans laquelle tu es, et je n'étais pas dans cette forme à ton âge. Je suis arrivé au carnivore C'était ma dans question. un chamboulement total de mes croyances en matière de nutrition, sur lequel j'avais travaillé depuis longtemps. Dans la trentaine, enfin fin de la trentaine, où tu commences, tu vois, en faisant exactement les mêmes efforts, à prendre du poids. À 40 ans, j'étais monté à 85 kilos. Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle interview aujourd'hui. Et je vais interviewer Jean-Christophe Ordonneau, qui est un des initiateurs du mouvement carnivore en France avec la création du groupe Facebook Carnivore France. Donc voilà, Jean-Christophe, merci de venir pour cette interview. Peux-tu te présenter? Alors, bah, écoute, je suis Jean-Christophe Ordonneau, j'ai bientôt 57 ans en fait, dans 2 mois. De profession, j'accompagne les entrepreneurs. Donc j'ai une trentaine d'entrepreneurs que je vois une fois par jour, enfin une fois par mois, et qui viennent me poser des questions sur les sujets qui les intéressent du moment, leurs problèmes du moment. J'ai par ailleurs repris il y a 26, à peu près au même moment, en fait, il y a 26-27 ans, un club de boxe thaï à Boulogne-Billancourt, dont je suis le président bien aimé et autoproclamé. Et puis, donc, j'ai des petites lubies à côté de ça. La nutrition a toujours fait partie des choses qui m'ont intéressé, mais comme finalement un peu tout le monde, hein, c'est vraiment un sujet très, très, très habituel et courant. Mais aussi j'avais monté un think tank un temps avec un ami sur les infrastructures de transport. J'ai eu au début de ma vie une petite carrière d'officier de réserve, donc je m'intéressais pas mal à ces sujets-là. Voilà, donc j'ai 3 enfants qui sont tous partis de la maison maintenant. Je suis marié depuis 30 ans. Donc professionnellement, j'anime un petit groupe de 14 associés aujourd'hui qui s'occupent d'entrepreneuriat. On fait des séminaires 2 fois par an, on fait des webinaires régulièrement sur Zoom, on fait des apéros tous les lundis soir à Paris, on fait des chroniques sur YouTube tous les vendredis matins à 10h30. Et voilà, et on fait aussi des formations pour les gens qui veulent accompagner les entrepreneurs. Donc ça, c'est en support de notre activité d'accompagnement de l'entrepreneur, en fait. C'est le moment où on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un peu au-delà. Ouais, beaucoup d'activités différentes. Waouh. Voilà, et dans ce Diverses contexte-là, et variées. sur la nutrition, j'en suis arrivé de petit à petit au carnivorisme. C'est David Lenné qui est le fondateur historique, quoi. Okay. Il avait monté le groupe et assez rapidement, j'en suis devenu un des animateurs. Lui, il l'avait fait un peu comme ça, et donc il m'a proposé d'en devenir copropriétaire. Et donc Prendre depuis, le relais. on est tous les deux à s'en occuper, mais avec beaucoup de modérateurs qui sont venus en plus et qui nous donnent un sérieux coup de main. Voilà, et on est bientôt 1900 membres. Donc Voilà. ça monte, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Mais il y a des statistiques intéressantes hein, sur le carnivorisme en Suède, où c'est une catégorie en croissance et qui est maintenant à 2,5% de la population. Oh, Alors que c'est le énorme. vegan, lui, est plutôt en train de descendre et à moins de 0,5%. Ah, ok. Donc voilà, c'est Ah pour oui, remettre je ne savais pas du tout. Ouais. Ça, c'est un chiffre intéressant parce que pour le coup, chez nous, c'est pas du tout populaire pour l'instant et ça monte petit à petit, mais c'est très Ouais. lent, quoi. Écoute, toujours pareil, quoi, très long, tu sais, au départ, tu vois bien les gens qui sont sur le groupe, c'est des gens qui sont un peu en pointe dans la recherche, un peu enfin, je veux dire, au sens qui s'intéressent vraiment au sujet pour des raisons soit de santé, soit pour des Bien sûr. raisons d'efficacité, de performance. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, ces groupes-là sont des leaders d'opinion sur les autres assez rapidement. Bien sûr. Moi, je dis partout autour de moi que je suis carnivore, et je pense Moi qu'il y a aussi. beaucoup des gens qui sont sur le groupe qui le disent, et il y en a qui ne veulent pas en parler, etc., évidemment, hein, mais et c'est pas tout de le dire, mais en fait, les résultats se voient.
Oui. Donc, il y a une forme de percolation. Oui. Oui, mes premiers, pas adhérents, mais entre guillemets, les personnes qui commencent à se poser des questions, c'est les gens avec lesquels je vais à la salle de sport, puisque du coup, Mmh. ils, ils font déjà attention à leur santé puisqu'ils vont à la salle de Oui, sport. oui. Ils voient que je perds énormément de poids et que Mmh, je me mmh, muscle bien, et mmh, donc mmh. ils sont tout de suite touchés, quoi. Ça, Vraiment, ça, quand je ça, leur en pa- parle, ça- ils ça- disent: «Waouh». ça parle de soi. Ça parle de Oui, soi. exactement. Voilà. Donc, donc là, tu vois, mais même des gens qui, tu vois, qui étaient un petit peu, qui se faisaient beaucoup, enfin, qui étaient très, très opposés à Réticents. ce que je faisais au départ, notamment mes parents, bah, tu vois, ils sont en train de dire, mais en fait, enfin, je vois la forme dans laquelle tu es, et je n'étais pas dans cette forme à ton âge. Voilà. Tu vois, c'est à 55 ans, mon père m'a dit, moi, écoute, 55 ans, je me rappelle très très bien où est-ce que j'étais, où j'en étais, et effectivement, on parle pas de la même chose, quoi. Et c'est pas la Donc, même c'est énergie. c'est bien, quoi. Ça veut dire que ça, ça petit à Ça petit, impacte. ça impacte, ça amène les gens à réfléchir, à, à avancer, à remettre en cause. Alors, si tu veux, on est quand même dans un monde de la remise en cause absolument hallucinant. Ah, en ce moment, oui, c'est terrible. Les 30 dernières années, hein, c'est vraiment Oui, enfin, en tout cas, par rapport à où j'étais il y a 30 ans et où je suis maintenant, si tu veux, il y a un changement de, immense. de magnitude. Et je fais ce changement du fait de révélations successives sur des sujets qui pourtant étaient mainstream à fond. Je mangeais des graines, je faisais attention à manger des fruits. Oh, les fruits et les graines, ça doit être bon. Enfin, je mangeais pas trop de viande. Enfin, je faisais attention. Oui, oui, J'étais un bon soldat. oui. En fait, je pense que c'est d'ailleurs un mécanisme très important à prendre en compte. C'est qu'en fait, on, on est obligé de faire confiance aux spécialistes parce qu'on ne peut pas s'occuper de tous les sujets. Au début, D'une manière mais générale. oui, D'une c'est manière bien sûr, générale. bien sûr. C'est, tu sais pas comment l'électricité est produite en France, mais Oui, tu te dis que ça doit être bien fait par des gens qui connaissent leur boulot et qui le font à peu près aussi sérieusement que toi tu fais le tien. Et quand tu commences à creuser un sujet et que tu vois que le spécialiste est pas bon, ferme les portes. exactement. Oui. C'est ce qui arrive de plus en plus en ce moment, mais c'est grâce, donc aux réseaux sociaux, c'est grâce à l'avènement de YouTube, c'est grâce, au fait qu'énormément de gens avec des opinions diverses et variées peuvent donner leurs 2 cents en Alors, disant, et puis finalement les gens qui travaillent dans le milieu donnent aussi leur, avis, et certaines personnes, bah, ont des opinions totalement divergentes, et là on se rend compte que, bah, on sait alors, rien. ouais, il se trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens encore aujourd'hui qui ne veulent pas admettre que les spécialistes les trompent. C'est c'est Oui, c'est c'est sûr, trop douloureux, c'est trop douloureux pour eux. évidemment, Donc du c'est un coup, problème de conscience. ouais, donc du coup, on est quand même avec des gens qui freinent des cas de fer sur, tous les grands sujets, qui demandent une remise en cause. Tu vois, Oui, on va parler de nutrition à l'évidence. Si on oui, doit parler de cancer, la façon de comprendre le cancer est complètement opposée à ce que nous expliquent les principaux cancérologues. Si tout à on fait. parle du soleil, euh, tous les spécialistes de la dermatologie vont expliquer qu'il faut éviter le soleil, que et alors que quand tu commences à le creuser, tu t'aperçois que les cancers de la peau sont fonction de l'absence d'ensoleillement. Je ne savais pas. C'est le fait de ne pas s'exposer au soleil qui est le plus qui t'apporte le plus de chances d'une incidence du mélanome, qui est le cancer D'accord. le plus dangereux de la peau. OK. Dans le cancer de la peau, tu as le mélanome et le carcinome. Le mélanome, c'est un truc qui va très vite se transformer en cancer du cerveau. Et ça, ben,
les études sont assez claires sur le sujet. C'est les gens qui sont le moins exposés au soleil qui ont le plus de mélanome. D'accord. Ah oui, je ne savais pas ça. Mais... C'est les gens qui mangent le plus de fibres qui ont le plus de cancer du côlon. Ça non plus, je ne le savais pas pour le coup. La période Covid a été extraordinaire pour ça. Hein, je veux dire, des gens qui ne comprenaient pas comment fonctionnait un virus. Mais il y a bien plus intéressant que ça. C'est-à-dire que moi, j'écoute beaucoup, par exemple, Pierre Chaillot, qui est un statisticien, et qui dit, moi, en tant que statisticien, je constate que la théorie qu'on nous a vendue sur tu es malade, tu portes un virus en toi, tu vas rencontrer quelqu'un qui va le prendre, etc. Et donc, soit tu rencontres quelqu'un qui le prend, soit tu rencontres quelqu'un qui est déjà malade, mais quand tu rencontres quelqu'un qui le prend, tu as X chances de transmettre, etc. Il dit ça se modélise mathématiquement très très bien. C'est-à-dire que tu dis, une personne rencontre combien de personnes, elle a combien de probabilités de transmettre, et cette personne a combien. Et puis tu vois, tu regardes, tu fais un modèle où ça se diffuse, et puis à un moment, ça a du mal à se diffuser parce que la population, tout le monde a été malade ou a été. C'est ça. Ils ont une résistance. Le virus, etc. Et donc, tu vois, c'est une courbe qui est supposée être comme ça, et puis après, faire comme ça. Oui. Et tu vois pas ça dans les stats. Et je fais relativement confiance à Pierre en la matière, puisque c'est vraiment son job, et que je l'ai vu travailler sur les modèles statistiques pendant le Covid. Et tu vois que c'est un type qui n'hésite pas à aller sur des conclusions qui ne sont pas ce qu'il pensait trouver. Et en l'occurrence, lui, il ne pensait pas à ça. Mais maintenant, il dit, ce modèle-là, tu vas rencontrer des gens qui portent un virus et ça va te rendre malade, est faux. Pourtant, intuitivement, on est tellement convaincu de ça qu'on se souvient le gars avec lequel on a dîné qui était malade et que c'est lui qui m'a transmis le truc, etc. Et en fait, on est plus probablement sur un modèle où il y a des virus qui se diffusent de partout et qu'on chope, et il y a des moments où on a une immunité qui permet au virus de passer, alors que sinon, il reste à dormir dans notre organisme. Ok. Je vais recentrer un peu le débat sur le carnivorisme, parce que du coup, on est très parti sur c'est pour donner des exemples. Sur la médecine. Bien sûr, mais tu as raison. Je suis totalement d'accord avec toi. Et donc, pour sortir, tu vois, des sujets, par exemple, de la médecine, tu as des mêmes sujets sur, par exemple, tu vois, ma position sur l'Occident et l'Empire américain ont complètement basculé en 5 ans. Où, si tu veux, je suis parti d'une position dans les années 90 où j'étais un grand partisan de l'OTAN, du rapprochement avec l'OTAN, et où en fait, aujourd'hui, je m'aperçois que De Gaulle avait raison, qu'on aurait dû quitter complètement l'OTAN et non pas seulement se retirer de l'organisation militaire. Je suis arrivé au carnivore dans un chamboulement total de mes croyances en matière de nutrition, sur lequel j'avais travaillé depuis longtemps. Tu vois, la première fois où je me souviens avoir fait attention à ce que je mangeais/buvais, c'était à l'armée, parce que j'avais fait une préparation militaire avant et j'avais eu des inflammations des tendons, des tendinites au talon, et très douloureux, très désagréable et tu portes des Rangers, ça frotte un peu les tendons, mais en fait, tu as une inflammation, et puis chaque matin, c'est comme si tu avais des grains de sable dans tes tendons, et quand tu dois te remettre à marcher, tu as un moment super douloureux avant que ça redevienne un peu chaud et que tu ne sens plus. À chaque fois que tu t'arrêtes, ça reprend. Et donc, j'avais, depuis ce moment-là, fait attention à boire suffisamment d'eau. Enfin, c'était ça que j'avais trouvé comme moyen. Voilà. Et dans la trentaine, fin de la trentaine, où tu commences, tu vois, en faisant exactement les mêmes efforts, à prendre du poids, tu vois, à 40 ans. À 40 ans, j'étais monté à 85 kilos. Et en continuant à faire du sport, tu vois, c'était surprenant. Tu te dis, mais je ne comprends pas comment c'est possible que je sois en train de prendre du poids. Alors oui, si, je m'étais mis à boire du coca, ce que je ne faisais pas avant. Mais
Oui, mais pourtant, tu suivais les recommandations qui étaient données à l'armée et tu te disais, bah, ils doivent savoir ce qu'ils disent quand même. Non, mais je faisais attention, tu vois, je faisais attention, j'étais, je courais 1 heure par semaine, enfin, tu sais, sans changer rien pendant 10 ans. Pourquoi est-ce que je Mmh. prends du poids maintenant? Parce que Oui. tu vois une accélération à 40 ans. Voilà. Donc voilà, donc j'ai eu des séries comme ça de changements, tu vois, de coups d'éclairage. Donc le premier, c'était indirectement et puis directement David Savard-Schreiber, qui avait fait un livre anti-cancer, dans lequel il expliquait bien à quel point le sucre avait un rôle là-dedans, etc. Le deuxième étape, c'était un type qui s'appelle Robert Lustig, un docteur américain qui a fait une très très belle conférence sur le Sugar, the Bitter Truth, la vérité amère sur le sucre. C'était une Fait. conférence de 2 heures. C'est la première fois que tu regardes un truc de 2 heures sur YouTube, mais c'est un début. C'est les formats longs. Tout d'un coup, tu fais ah bah tiens, c'est intéressant ce truc. Et il te donnait tous les différents aspects du sucre, les aspects économiques, les aspects physiologiques, les aspects industriels, etc. Et, et puis, il y a une troisième étape qui a été un type qui s'appelle Michael Eade, qui faisait une conférence sur les céréales, en parlant du cas des Égyptiens. Et en fait, il disait la civilisation égyptienne était connue pour être la civilisation du pain. Et quand vous regardez bien, il y a des hiéroglyphes qui montrent des crises cardiaques. Il y a des statues de scribes qui sont des hauts fonctionnaires qui ont des seins, comme on le voit avec les gens dans la rue aujourd'hui, et des gros ventres. Donc, tu vois, qui ont pris des caractères très Ah typiques oui, de l'excès de sucre, c'est-à-dire de de glucides, la formation d'oestrogène qui te fait tout à fait. ce que les Américains appellent les mum boobs, des seins d'hommes, Mmh, mmh. et qui fait que tu as maintenant des marques de lingerie qui te proposent des soutiens-gorge pour les hommes. Ah, je ne savais pas ça. Ah, tu regarderas, il y a tellement d'images. Et donc, si tu veux, au fur et à mesure, j'écoute ça et je l'implémente. Au fur et à mesure, je l'implémente et ça a quand même des résultats. C'est-à-dire Oui, que j'ai perdu 10 kilos en arrêtant le sucre il y a 15 ans. Donc, tu perds 10 kilos, c'est pas mal, tu vois? Tu passes de c'est pas 85 mal. à 75, c'est bien, et tu as, pour un mec de 50 ans, un corps, qui est pas aussi gros que les autres. Tu es pas, dans le corps que tu avais à 20 ans, mais et cetera. C'est Et un puis, peu mieux, mais pas parfait. bah, mieux, ouais, mieux, tu vois? Oui. Mais pas un modèle encore, tu vois? Mmh. Et puis tu vas, enlever les céréales et puis, sur la même idée, tu vas enlever aussi les féculents, Oui. les pommes de terre, et heu et à un moment, tu vas tomber sur le cétogène. Donc là, en fait, la référence en la matière, c'est des conférences qui s'appellent, les, Low Carb Down Under. Oui, C'est la conférence en Australie, par des spécialistes du j'ai vu sujet. cette chaîne YouTube, ouais, C'est fabuleux, quoi. C'est les mecs qui sont tous des grands spécialistes du sujet, ils viennent tout à fait, t'expliquer comment ça marche, et cetera. Et du coup, tu arrêtes les fruits et là, tu repaumes 10 kilos en 3 mois, ouais, c'est ça. et des kilos que tu pensais pas avoir, tu vois? Oui, Mais tu te retrouves avec le corps que tu avais à 20 ans. exactement. Tu dis: «Waouh, mais attends, c'est complètement dingo ça, c'est complètement dingo». Et donc pendant 1 an, je suis comme ça en cétogène, à bouffer des amandes et des amandes, Des noix de cajou, des noix, des brocolis, pas de noix de cajou, des mais enfin voilà, avocats. et des brocolis, et du beurre et du poulet, machin, et cetera. Mmh. Mmh mh. Et là, dernière étape en quelque sorte, dans les organisateurs de Low Carb Down Under, il y a le docteur, Paul Mason, qui est un mec qui aime bien, remuer son monde, et donc tu vois, il fait des présent enfin, il fait des annonces avec un petit sourire, une petite, tu vois, il a un
tu sens une certaine gourmandise à déstabiliser les gens de son auditoire. Et il montre à quel point les fibres ne servent à rien et que toute la science qu'on prétend avoir dessus, en fait, ne montre pas ça. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais flûte. Encore une fois, on m'a trompé. Je me suis gouré. Et donc, tu arrêtes les fibres et ça veut dire que tu bascules dans le carnivore. Bah oui. 15 jours avant, je t'aurais expliqué que les fibres, c'est super important. Ça te permet de produire des acides gras à courte chaîne qui sont super nécessaires pour la sérotonine et tous les trucs du cerveau et machin, etc. J'avais mon catéchisme. Hein. Oui. Mais moi aussi, j'aurais dit ça. C'était de la croyance, c'était de la religion. Exactement, c'est de la religion. Comme l'ensemble des choses que j'ai détruit au fur et à mesure dans mon esprit. C'est-à-dire que le sucre, c'était ma religion, que le sucre, c'est super nécessaire quand tu fais du sport. N'est-ce pas? Et oui, puisque c'est ça qui t'apporte l'énergie. Et puis tu t'aperçois que non, tu fais ah putain merde, d'accord, ok. Les céréales, pour moi, c'était le support de toute civilisation. Il n'y a pas de civilisation s'il n'y a pas de céréales. Exactement. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire, quand il y a des céréales, il y a des civilisations dictatoriales. Malades et dictatoriales. Dictatoriales parce que c'est facile, tu vois, de mettre toute la réserve de grains dans une grande tour, mettre ton armée autour. Bien sûr. Et de dire, si tu m'aimes, je te distribue du grain, tu vois. Bon, mais les plus grandes civilisations, enfin les plus grandes, les Mongols, c'était les carnivores. Ah oui? Et les Mongols, c'est la plus grande civilisation qui ait connu la Terre. Ok. Parce que ça partait de la Chine et ça allait jusqu'au milieu de l'Europe et jusqu'à l'Égypte. Proche de chez nous, oui, voilà, tout à fait. Ils étaient totalement carnivores alors? Ah oui, c'est des grands carnivores. Hein. C'était eux qui ont introduit l'élevage de la vache en Russie. Le steak tartare, c'est eux. Enfin, c'est. Ok. Ah non, c'était. Et puis ça faisait des beaux bestiaux, quoi. Oui. Et la même chose, les Indiens des Grandes Plaines d'Amérique du Nord, c'était des carnivores. Bien sûr. Ils mangeaient que ça, tout à fait. Et quand tu vois les esquisses que dessinaient d'eux les premiers explorateurs qui les rencontraient, tu voyais des gens avec leurs manteaux qui tombaient jusqu'au sol et avec des toutes petites têtes. C'est pas des toutes petites têtes, c'est qu'ils étaient très grands et très costauds. Ils avaient des têtes normales, mais ils avaient… Sur des corps gigantesques. Oui, mais attends. Et si tu veux, ce qui m'amène à dire ça, c'est que un des trucs qui m'a interpellé depuis les années 90, c'est les statistiques de croissance de la population hollandaise. Je connais pas non plus. Je ne sais pas si tu as déjà été dans une réunion avec des Hollandais. Les Hollandais, moi je fais 1m75, 1m76, donc là je suis dans la moyenne française. Là, j'étais pas dans la moyenne hollandaise. La moyenne hollandaise, c'est 1,85. Waouh, ah oui. Et ils sont partis d'1,65 comme nous. Donc ils ont pris 20 cm de taille moyenne en l'espace de 20 ans. Ah oui, étonnant. Oui, c'est énorme. Bah oui. Et pendant très longtemps, je me suis posé la question. Donc, au début, j'incriminais leur industrie laitière et les hormones de croissance qu'ils mettaient dans leurs vaches et que ça avait forcément des effets sur leurs enfants, etc. Il n'y a pas très très longtemps, en discutant avec un de mes copains qui avait été élevé là-bas, les Hollandais, au petit-déj, du fromage, à la pause du matin, du fromage, le midi, du fromage, le goûter, du fromage, et le soir, du fromage. Ah. En quantité de protéines, tout ce qu'il faut pour faire un beau bébé. Donc, parce qu'effectivement, si on croit que la taille est liée à la génétique, ça ne devrait pas arriver, ce genre de choses. Parce que si tu as une population entière composée de gens d'1m60, tu ne peux pas faire des gens d'1m85 au bout de 20 ans. Ça ne fonctionne pas. Donc, il y a une génétique, certainement, mais il y a un aspect épigénétique qui est bien plus important. Et cet aspect épigénétique dit, si tu manges des protéines, tu grandis.
Exactement, ça doit être C'est ça. tout à fait logique quand tu sais que les os, le squelette est constitué à 50% de protéines. C'est tout à fait logique et c'est des choses que tu retrouves partout autour de la Terre. Alors, tu vois, ça amène à un sujet en fait éternel qu'on pourra évoquer après, qui est la guerre constante entre les éleveurs et les agriculteurs. Je Ça savais pas qu'il y commence. avait une guerre constante, mais d'accord. Si tu as lu la Bible, tu as entendu parler de Abel et Caïn. Oui, Caïn, qui a tué Abel, était l'agriculteur. C'était celui qui se tuait à la tâche, à dépierrer son champ, à l'arroser en permanence, à le surveiller. De temps en temps en plus, il pleuvait, de temps en temps en plus, il y avait de la sécheresse. Enfin, je veux dire, et il voyait ce beau gars là qui avait toutes les minettes autour de lui, qui était berger, qui avait rien à foutre de sa journée que de surveiller surveiller ces vaches qui mangent de l'herbe. voilà, en comptant fleurettes aux plus jolies filles, qui en plus pouvait faire des sacrifices d'enfer à Dieu avec la graisse des moutons et machin, etc. Bah oui, tout à Et fait. à un moment, il a chopé les abeilles, il a dit c'est trop injuste, moi je me fais chier, et lui il a tout, c'est pas normal, et il a défié Dieu à ce moment-là. D'accord. Mais si tu veux, ça, tu le retrouves dans les années 90 au Rwanda. D'accord. Le massacre des Tutsis par les Hutus, c'est des Hutus qui sont des agriculteurs qui vont massacrer les Tutsis qui sont les éleveurs. Les Ah, Tutsis, ça alors. les Tutsis sont beaucoup plus grands que les Hutus. Les Hutus, c'est les petits, les Tutsis, c'est les grands. Tu connais le chanteur d'origine rwandaise, belgo-rwandaise, chanteur de rap, Papa Outé, euh, Stromae. Stromae. Stromae est un grand, c'est un Tutsi Oui. d'origine. D'accord. Je ne savais pas. Alors, les Tutsis régnaient depuis 500-600 ans sur le Rwanda. Ils avaient un royaume très florissant dans lequel c'était de l'élevage de vaches avec des Hutus qui faisaient leur champ, mais tu vois, en complément des vaches. Tu vois, et les pères blancs belges sont arrivés. Ça leur a paru un peu bizarre, ce pays avec une religion de la vache sacrée, machin, etc. Ils se sont dit, nous, on trouve que les Hutus, c'est mieux, là, parce que comme ils sont oppressés, ils vont préférer notre culte et ils vont se tourner vers le christianisme. Donc, les Hutus se sont tournés vers le christianisme. Et puis, ils étaient plus nombreux parce que les agriculteurs sont plus nombreux que les éleveurs. Bah oui. Parce que les agriculteurs, les enfants, c'est les futurs ouvriers qui vont les aider à s'occuper du champ. Donc, ils font plus d'enfants parce qu'ils ont besoin de plus de main-d'œuvre. Dès qu'ils peuvent, ils font des enfants. Les éleveurs, ils font des enfants en fonction de leur troupeau. Bah oui. Donc, dans toute civilisation, tu as les éleveurs qui sont peu nombreux, ou les chasseurs, hein, c'est pareil, qui sont peu nombreux en meilleure santé, et les agriculteurs qui sont qu'un, mais qui sont super nombreux. Et bah, du coup, quand tu leur mets une arme entre les mains, c'est facile. Autant on retrouve les Égyptiens, on retrouve les conflits de la bande du Sahel entre les nomades qui sont éleveurs, les Berbères, les Peuls, etc. Et puis les tribus africaines qui, elles, sont des agriculteurs. Et donc, c'est cette opposition constante qu'on trouve entre, d'un côté, des agriculteurs qui arrivent à être très nombreux, à se regrouper en armées immenses, qui ont du temps en hiver pour faire des armes et pour accumuler des ressources. Et donc, ils vont systématiquement rejeter les chasseurs parce que ça les dérange. D'accord. J'avais pas du tout cette théorie-là. C'est hyper intéressant. C'est intéressant. Hein, oui. Et donc, toi, cette opposition est flagrante un peu partout, mais
tu as aussi cette grande puissance physique des carnivores, qui est un sujet assez important. Et ça se retrouve avec nos ancêtres du Paléolithique, les Cro-Magnons. Les Cro-Magnons avaient une taille moyenne d'1,85 m. D'accord. Et tu vois, quand on voit la taille des empreintes de pieds qu'ils font, des trucs comme ça, tu dis, mais ouais, c'était des bons gars, quoi. C'était face à une armée de footballeurs américains qui tracent comme ça, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc là où j'en suis arrivé dans ma pérégrination, c'est on est fait pour être en cétogène, donc pour manger, pour avoir comme source d'énergie le gras. Donc ça implique qu'il ne faut pas prendre plus de 30 grammes de glucose par jour. Qu'au-delà, on est en train de faire un effort dingue pour se débarrasser du sucre qu'on a dans le sang. Donc on monte l'insuline dans une telle proportion. C'est pas tout de suite, mais ça arrive assez vite que les cellules sont complètement gavées de glucose. Elles ne peuvent pas en prendre plus, donc il faut mettre encore plus d'insuline. Et il y a un moment où cette insuline arrête le mécanisme de donc la cétose, entre autres. C'est-à-dire que ça t'empêche de transformer des acides gras en corps cétoniques qui nourrissent le cerveau. Pour une raison simple, c'est que du coup, si on envoie du glucose dans le cerveau, ça permet de se débarrasser du glucose. Mais ce n'est pas que le glucose est nécessaire au cerveau. Non. Voilà. Alors, moi, si je mets ma petite théorie à 2 cents, mais je pense, et j'espère qu'on trouvera ça plus tard, mais maintenant qu'on sait que de toute façon l'insuline, c'est ça qui nous fait prendre du poids, probablement que l'effet de cétose s'arrête parce que le gras, on en a besoin pour emprisonner le glucose finalement, et plus pour nourrir le corps. Non, en fait, la mécanique est la suivante. Ton foie, face à une dose importante et continue d'insuline, va arrêter les mécaniques de la cétose. Donc, il va arrêter la production de corps cétonique qui nourrit ton cerveau d'habitude. Donc, tu deviens, pour ton cerveau, dépendant du glucose que tu ingères. Donc, tu vas chercher à reprendre du glucose. Et ça va demander aux cellules adipeuses de garder le gras, de ne pas le laisser partir, parce que si tu le laisses partir, ça va faire de la compétition avec ce glucose que tu dois éliminer du système sanguin. C'est plutôt ça la mécanique. C'est donc en fait, tant que tu as de l'insuline, tu ne peux pas relâcher le gras pour nourrir ta carcasse. Voilà, c'est le moment où tu vas être à transformer tout ce qui est glucose que tes cellules n'ont pas pu absorber en acide gras, et en les stockant, et sans pouvoir les déstocker quand on a besoin. Donc, tu as mangé bien suffisamment d'énergie, mais le soir, tu craches parce que tu aurais besoin de sucre pour reprendre l'énergie, et tu ne peux pas prendre l'énergie que tu as stockée en tissu adipeux pour ça. Donc, tu es en train d'être en famine alors que tu as des réserves sur toi, parce que tu as mis l'interrupteur sur glucovore. Exactement. Donc, c'est très très simple, mais en substance, le glucose dans le sang est terriblement toxique. Oui. Le glucose dans le sang explique la plupart des accidents cardiaques, puisque ça vient détériorer la paroi des artères, et du coup, ça permet à tous les corps, tous les agents pathogènes qui peuvent être dans le sang de venir faire des infections dans la paroi de l'artère. Et les problèmes cardiaques, c'est des infections de la paroi de l'artère qui gonflent et qui vont finir par, comme un bouton, en fait, comme un furoncle, tu vois, ça va finir par éventuellement exploser et se retrouver à être coagulé par les agents coagulants du sang, et ça va faire un blocage un peu plus loin. Voilà, oui, les lathéromes. Voilà, mais la mécanique de l'athérome, l'athérome, c'est pas une accumulation de gras sur la paroi, comme on peut l'imaginer. C'est une infection dans la paroi qui fait que la paroi va grossir. D'accord, je ne savais pas. Et elle va grossir. C'est une inflammation, c'est un bouton qui se
qui essaie de se Qui se met défendre. à l'intérieur de la paroi. Voilà. Et moi, j'avais ma petite théorie, c'était sur le LDL oxydé. Enfin, après, je ne connais pas bien la mécanique, mais il disait que c'était ça qui constituait les plaques d'athérome. C'était le fait que le Alors, cholestérol était oxydé par le glucose, et c'est pour ça qu'il finit par être sur les parois. c'est vrai aussi, parmi les dégâts que fait le sucre, c'est d'oxyder les composants du sang. Enfin, pas d'oxyder, c'est de s'agglomérer, c'est de glycolyser Oui, la les composants glycation. du sang. Donc, le moyen simple de savoir si tu as trop de sucre dans le sang, c'est de faire un test de ton hémoglobine glyquée, HbA1c. Et quand tu fais ça, ça te dit sur l'hémoglobine qui reste 3 mois en moyenne, quel pourcentage de cette hémoglobine a du glucose attaché. Mais ça ne s'attache pas que à l'hémoglobine, ça s'attache effectivement au LDL. Et quand ça s'attache au LDL, ça les rend incapables de faire leur travail. Et de retourner dans le foie. Alors, ça retourne dans le foie, mais ce n'est pas reconnu par le foie comme du C'est LDL. ça. Donc, ce n'est pas re-rempli par le foie. Donc ça se balade dans le sang et au bout d'un moment, ça se met sur les artères. Alors, pas tout à fait encore. Moi, j'avais compris ça, mais ça cherche à continuer à faire son job. Donc, le job du LDL, c'est d'être un container qui transporte les triglycérides, donc l'énergie, les cholestérols, donc mode de fabrication, matière première pour fabriquer les cellules, et les vitamines liposolubles. Donc, vitamines liposolubles, c'est de mémoire AEDK. Et ces LDL qui sont dysfonctionnels, puisqu'il y a du sucre qui les empêche d'être reconnus par le foie, donc ils ne sont pas remplis de tous ces composants, enfin qui sont de moins en moins remplis, donc qui deviennent de plus en plus petits et vides, vont aller se mettre là où ils sont supposés les se mettre, c'est-à-dire les endroits où il y a des inflammations, pour essayer d'apporter du cholestérol pour fabriquer, pour réparer ce qui doit être réparé, etc. Ils vont apporter des moyens de défense, mais ils sont vides et dysfonctionnels. Et ils sont reconnus par le système immunitaire comme un truc dysfonctionnel. Donc, ça va faire effectivement ce qu'on appelle les foam cells, des espèces de cellules mousseuses qui sont les déchets de LDL dysfonctionnels qui ont essayé de faire leur job. Donc, quand tu fais un examen de sang et qu'on te dit trop de cholestérol, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est trop de LDL. Oui, je sais. Mais trop de LDL, ça veut dire deux choses différentes. Ça peut vouloir dire trop de LDL parce qu'une grosse partie dysfonctionnelle, donc ton foie recrée des LDL qui, eux, ne sont pas glyqués pour faire le travail. Ou ça peut vouloir dire tu es en cétogène, tu transportes beaucoup de gras, c'est normal que tu aies beaucoup de transporteurs de gras. Ben, bien sûr. Et comment on fait la différence entre les deux? Eh ben, en faisant une analyse de ces LDL, c'est-à-dire en les centrifugeant pour voir quelle taille ils ont en moyenne. Et donc, si tu as des LDL normaux, ils sont gros. Si tu as des LDL anormaux, ils sont tout petits et tout vides. Voilà, donc mais donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le sucre dans le sang, c'est une cata. Le glucose dans le sang, c'est une cata. Le glucose dans les cellules, c'est aussi une cata. Tout à fait. Quand on a trop dans le sang, l'insuline est là pour dire aux cellules, allez-y, prenez du sucre parce que là, j'en ai trop. Les cellules vont faire, ouais, d'accord. Jusqu'à un moment, elles vont faire, non, je ne peux plus. Donc, le sang continue à être plein de glucose. L'insuline continue à être sécrétée. Alors, tu vois, ça amène ça sur un sujet qui est qu'on sous-estime les quantités de gens qui sont diabétiques ou prédiabétiques. On les sous-estime? Oui, on les sous-estime énormément parce que la façon de l'évaluer, c'est de regarder ton sucre dans le sang. Oui, alors je sais que ça, c'est une mauvaise métrique. Il vaudrait mieux regarder l'insuline à jeun. Voilà. Donc, la bonne façon, c'est ce qu'on appelle le test de Kraft. Le test de Kraft, c'est tu prends un peu de glucose et on va regarder tous les demi-heures ton insuline dans le sang. Ce qu'on veut voir, c'est une jolie pique comme ça qui redescend. Et donc, à la deuxième demi-heure, ça a redescendu. À la troisième demi-heure, c'est déjà plus là. À la quatrième, ça se confirme. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est ça monte même pas très vite. Et puis, ça reste haut pendant 2 heures et ça redescend. Là, quand on est là, tu es dans le prédiabète.
Et quand tu es dans le prédiabète, bizarrement, tu vois que c'est relié aux AVC, que c'est relié aux accidents cardiovasculaires, pardon, que c'est relié au cancer, que c'est relié aux maladies neurodégénératives. Donc, quand tu prends les trois cumulés, ça représente 70% de la mortalité actuelle. Exactement. Ça. Donc, il y a Donc, le 70% sucre. qui peut être relié à l'insuline, enfin au diabète. Et le diabète est relié au glucose qu'on mange comme nutriment principal. À la limite, ça ne serait pas suffisant. Si tu mangeais que du glucose, ce ne serait pas aussi pire que ça. En particulier si tu es beaucoup au soleil. Il y a des tribus ancestrales qui mangent 60% de glucose, Oui. 10% ou 30% de protéines et 10% de lipides. Mais ils mangent des lipides des acides gras très saturés. Et ils sont au soleil. En Amérique du Sud, je crois, ces tribus-là. Dans des îles. Enfin, celle que j'avais dont j'avais entendu parler, c'est dans les îles avec du poisson et avec des cocos et avec des féculents. Okay. Donc, toi, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que le carnivore qui peut fonctionner. Je suis en train de dire que le carnivorisme est très, très adapté à nos situations en Europe et que c'est probablement ça qu'ont eu nos ancêtres depuis tout le temps et que notre corps est parfait pour ça. Et qu'il peut s'adapter probablement à autre chose sous les tropiques. Oui. Voilà. Mais bon, un autre sujet encore, parce que ça ouvre plein de trucs. Mais si on revient sur le... Tu es une mine de connaissances. Ouais, non, mais c'est des sujets qu'on creuse, et puis à chaque fois que tu creuses, tu trouves des nouvelles portes. Ah, mais c'est génial, je ne savais pas qu'il y a une porte là, et puis tu as un nouveau jardin derrière. Et, donc, c'est un monde extraordinaire. Donc, pour revenir sur le sucre dans le sang, 70% de la mortalité est liée au fait que tu vas avoir trop de sucre dans le sang, petit 1, et petit 2, qu'on s'est mis depuis une centaine d'années, un petit peu plus, à consommer des huiles polyinsaturées, donc ce que les anglo-saxons appellent des huiles végétales, qui sont en fait des huiles de graines. Oui. Et là, ça fait partie de la catastrophe là aussi. Le sujet n'est pas que le glucose et l'insuline, mais c'est glucose et huile végétale. Gras saturé. Polyinsaturées. Graisse polyinsaturée. Voilà, les graisses polyinsaturées. Donc, ce sont des huiles. Alors là encore, c'est fascinant parce que ce sont des produits dérivés de l'agriculture. Donc, on a encore l'agriculture contre l'élevage. Et donc, quand l'agriculteur il fait sa bouffe, il lui reste des graines dont il ne sait pas quoi faire. Il en fait de l'huile. Il s'aperçoit qu'il peut en faire de l'huile. Bon, pour lui, c'est du bénéfice pur. Donc, c'est pas mal. Ça veut dire que du coup, le bénéfice pur, toi, tu es prêt à investir pour du bénéfice pur, quoi, tu vois. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il va en faire de cette huile? Tu as deux usages principaux au départ. C'est de l'huile pour les mécanismes et les moteurs, et de l'huile pour l'éclairage, les fameuses lampes à huile. Oui, ça fait. C'est pas mal. Tout ça, ça va. Ouais. Sauf que tu as un concurrent qui arrive. C'est le pétrole. Ah oui, bah oui. Ça fait des huiles de moteur qui sont des composés pétroliers, et ça fait de la lampe à pétrole. Hein, c'est la lampe à pétrole qui a tué l'industrie de la baleine. Hein, c'est pas le manque de baleines. C'est parce qu'on avait des lampes à pétrole qu'on a arrêté de tuer des baleines en vendant de la viande de baleine, et de l'huile qui servait à faire des lampes à huile. D'accord. Donc ça dit quoi? Ça dit, je suis un mec qui récolte de l'huile qu'avant je vendais pour des gens qui avaient besoin soit de produits couvrants pour l'huile de lin, c'était utilisé pour couvrir le bois, ou bien des lampes à huile, ou bien là. Et tout d'un coup, il y a mon marché qui est en train de se réduire. Et là, j'en discute avec un de mes derniers grands marchés. Le dernier grand marché, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'huile? On fait du savon. D'accord. Tu mélanges de l'huile avec la cendre, ça fait du savon.
Les Gaulois en faisaient déjà. Les gens qui font du savon, ils ont, dans les écoles de commerce, il y a des gens qui vont travailler après chez les lessiviers. Procter & Gamble, Unilever, c'est les grands, les grands de la grande distribution en fait. D'accord. Et Procter & Gamble, c'était des gens qui faisaient du savon et de la lessive. Unilever, c'était des gens qui faisaient de l'huile et de la lessive. Et tu utilises de l'huile et tu fais. Et tout d'un coup, ils se sont dit, mais ouais, c'est vrai que si tu nous fais à ce prix-là l'huile, on devrait pouvoir faire des trucs avec. On devrait pouvoir l'hydrogéner, mais en faire une sorte de beurre, la margarine. Ok. C'est comme ça que ça se fait. Donc, ton huile, on va la raffiner, on va mettre des solvants dedans, on va mettre de l'hydrogène dedans, on va la chauffer, elle va être avec une jolie couleur et elle pourra remplacer des huiles un peu plus chères comme l'huile d'olive et surtout, elle va remplacer des graisses animales. Et comme pour nous, c'est tout bénef, parce que pour le paysan, c'est des sous en plus par rapport à son activité Bien sûr. de nutrition. Agriculteur. Et que derrière, les gars, ils ont acheté de l'huile pas chère du tout et qu'ils la vendent une fortune derrière. Comme ils ont beaucoup de marge, ils peuvent faire des investissements importants comme dire non, mais notre huile, elle est vachement bonne pour la santé. Ils peuvent faire des petits bouquins. Ah, on en arrive là. Ils peuvent faire des petits bouquins qu'ils envoient à tous les médecins pour dire non, oui. c'est super bonne pour la santé parce que ça, c'est bon pour le cœur. Ah oui, là, la boucle est bouclée. La graisse, c'est mauvais pour la santé, sauf la graisse insaturée. Là, celle-là, ça va. C'est ça qu'ils sont allés dire. Ah oui. Voilà. Alors, la graisse polyinsaturée, elle a un problème, c'est qu'elle est insaturée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, un acide gras, c'est une suite de carbone qui sont attachés entre eux. Et le carbone, il a 4 liaisons. Donc, quand ils s'attachent entre eux, tu as un carbone, donc ça fait 2 liaisons qui consacrent. Et puis, il reste 2 liaisons, donc il y a un hydrogène, un hydrogène. Et donc, ça fait des chaînes comme ça de carbone avec 2 hydrogènes autour. Et quand ça va donc tout ça va dans la mitochondrie. Les chaînes d'acide gras, elles rentrent dans la cellule et elles rentrent assez facilement dans la mitochondrie avec un peu de carnitine qu'on trouve dans la viande. Et là, la mitochondrie va faire ce qu'on appelle de la bêta-oxydation. C'est-à-dire qu'elle va faire une séparation au 2e carbone, le carbone bêta, alpha-bêta. Elle va faire une séparation, elle va enlever un petit bout, elle va remettre en place. Et ce petit bout va être la base, devenir de l'acétyl-CoA. Et l'acétyl-CoA, c'est la base du cycle de Krebs, qui est la façon qu'a la mitochondrie de récupérer des électrons pour recharger sa machine. Je te le fais un peu court, mais c'est ce qu'on fait. Pas du tout vu ça. C'est ce qu'on fait au quotidien. Donc, ça permet de recharger l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est la monnaie d'échange de l'énergie entre les cellules. Oui. Donc, c'est des petits ressorts qui sont rechargés. Quand tu as besoin d'énergie, tu délâches le ressort. Ça fait l'énergie dont tu as besoin dans tous les petits mécanismes de notre corps. C'est chaque jour notre poids en ATP qui est rechargé. 70 kg par jour qu'on recharge. Donc ça, c'est sur la base de cette énergie qui est dans l'acide gras. Et cette énergie, il est dans la façon dont est plié l'acide gras. Et quand tu le déplies, hop, ça te fait de l'énergie que tu récupères et que tu transfères à un autre endroit. Et c'est ça que fait le corps, en fait. Il utilise le stockage d'énergie qui est l'acide gras et il le déplie petit à petit pour en faire une source d'énergie qui va lui servir à recharger les ATP. Okay. Pour ça, et donc, il récupère les hydrogènes. Oui. Et donc, dans l'acide gras saturé, il y a 2 hydrogènes par carbone à chaque fois. Et donc ça, c'est un des endroits où on récupère les hydrogènes, et l'autre endroit, c'est avec l'acétyl-CoA dans le cycle de Krebs. Quand tu as des acides gras insaturés, ta chaîne, ce n'est pas 2 hydrogènes avec chaque carbone à chaque fois, c'est à un moment une double liaison carbone. Qui ne peut pas être détruite. Tu as des doubles liaisons carbone, ce qui fait que tu as 1, 2, 3, 4 qui sont les doubles liaisons, et donc tu n'as plus besoin tu n'as plus de place pour l'hydrogène.
et ça fait même un petit twist dans la chaîne. Au lieu de faire une chaîne qui est droite, ça fait une chaîne qui va être tordue. Et comme elle va être tordue 2-3 fois comme ça, eh ben, ça veut dire que cette molécule, elle va plus être stable, quand elle va plus se poser les unes sur les autres, comme le font les acides gras saturés quand tu les mets en température ambiante. Le beurre, ça reste solide. L'huile, même au frigo, elle est liquide. C'est à cause de quoi? C'est à cause de ces molécules polyinsaturées qui, du coup, glissent les unes sur les autres en permanence. Elles ne sont pas empilées et stables, comme les acides gras saturés. C'est comme ça que tu reconnais la différence c'est ça qui fait la différence entre les deux. Quand tu fais de l'huile de canard, si le canard a été mal nourri, sa graisse va être liquide à température ambiante. Pas un bon canard. Tu veux que ta graisse de canard soit comme du beurre. Ça, bonne graisse de canard, bien nourrie. Tu n'as pas le même problème avec les vaches, puisque les vaches, tout ce qu'elles prennent pour se nourrir, enfin, grande partie de ce qu'elles prennent pour se nourrir, elles vont l'utiliser pour nourrir leurs bactéries et elles vont récolter ce que les bactéries produisent, qui va être de l'acide gras saturé. C'est pas complètement vrai parce que quand tu leur donnes des trucs de tourteaux, des tourteaux de soja, là, des trucs des déchets de la céréales, en fait, qui sont très gras, mais qui sont du gras polyinsaturé, elles vont avoir du gras qui est de moins bonne qualité elles aussi. Et ça m'arrive de récupérer du gras de vache qui est dégueu, qui fiche pas. Là, j'ai fait, j'ai bouillon il n'y a pas longtemps et j'ai récupéré le gras qui est dessus. Le gras, il n'est pas la qualité du gras de rognon que j'ai à côté. Aparté, mais on pourra y revenir. Oui. Donc, tes chaînes insaturées, elles vont avoir des hydrogènes en moins à donner. Et du coup, ça va faire un déséquilibre entre les deux composants qui récupèrent l'hydrogène dans la mitochondrie, qui sont le NAD et le FADH. Et donc, tu as un déséquilibre qui s'introduit et qui va avoir un impact parce qu'ils vont tous les deux apporter leurs hydrogènes, mais en quantité différente de ce qui doit être. Et ça va donner un signal à la mitochondrie qui est il faut se démultiplier. On a trop de l'un par rapport à l'autre, donc ça fait ce qu'on appelle une fuite d'électrons et qui est un signal pour dire il faut plus de cellules. Donc ça fait grossir. Oui. Mais ça fait aussi, c'est aussi cancérogène. Oui, et ça dégrade les mitochondries en plus. Et ça dégrade les mitochondries. Voilà. Donc, de la même façon que le glucose aussi dégrade les mitochondries, puisque donc, je te disais que les chaînes d'acides gras, elles rentrent assez facilement dans la cellule, puis assez facilement dans la mitochondrie. Le glucose, il rentre par une entrée un peu spéciale dans la cellule, les GLUT4. Il a besoin souvent de l'insuline pour pouvoir rentrer. Et là, il a une douzaine d'étapes avant de pouvoir rentrer à la mitochondrie sous forme de pyruvate. Et il a encore besoin d'oxygène pour se transformer en acétyl-CoA. Ça fait qu'avec du glucose, tu vas consommer 2 fois plus d'oxygène pour un même résultat. Donc, petite anecdote, des nageurs de combat américains, un groupe en glucovore, un groupe en cétogène. Le groupe en cétogène voit son temps d'apnée multiplié par 2. Ah, intéressant ça. Ouais, je trouve. Oui. Voilà. Donc ça, ça s'explique physiologiquement très facilement. C'est que passer du glucose au pyruvate à l'acétyl-CoA, puisque tout arrive à l'acétyl-CoA à la fin, demande un oxygène en plus. Et toutes ces différentes étapes-là, c'est générateur d'agents oxydants, d'espèces oxydantes. Voilà. Donc, espèces oxydantes qui vont abîmer la cellule, qui vont abîmer la mitochondrie, etc. Donc, voilà, donc ça fait vieillir de prendre du glucose, mais on sait le faire. Donc, et d'où la promotion des antioxydants derrière pour empêcher d'oxyder nos cellules. Voilà, pour contrebalancer et d'où l'intérêt du soleil. Donc, ce qui fait que probablement au soleil, tu peux avoir un autre régime éventuellement.
Ok. Alors, il y a la question de la vitamine D, il y a la question de l'impact du soleil sur les mitochondries elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que D'accord. la lumière a un impact sur la mitochondrie, a un impact sur l'eau qu'il y a dans nos cellules, ça va structurer l'eau qu'il y a dans nos cellules et ça va apporter une grosse part d'énergie qu'on n'imagine pas en fait. On fait une forme de photosynthèse quelque part. C'est tout à fait hallucinant de comprendre qu'en fait, on fait de la photosynthèse. Oui. On n'a pas C'est de chlorophylle, mais on fait de la photosynthèse. Et quand tu regardes le truc, c'est compréhensible en fait, parce que tu vois, cette façon qu'on a de recharger l'ATP, eh ben, on va utiliser quelque part on va, tu vois, quand on va dépioter les composants pour en faire l'énergie, cette énergie-là, c'est un photon. Donc quand la lumière arrive, ce qu'elle apporte, c'est des photons aussi. Bien sûr. Donc oui, on sait utiliser les photons en fait. Et si ces photons viennent de la lumière, c'est cool. Le sujet global de la nutrition carnivore, Waouh, là, c'est que c'est un truc très très pur pour le corps, très très simple pour le corps. La digestion des viandes, c'est très très simple. La digestion des graisses, c'est très très simple. Ça a lieu vraiment au tout début du système digestif en fait. Les fibres, c'est des trucs qu'on est obligé de trimballer tout le long du système digestif et de laisser pourrir dans le côlon après. Tu as souvent des véganes qui expliquent que non, mais c'est dégueulasse, la viande, on est obligé de la putrifier, etc. Ils se trompent. On ne putrifie pas la viande. non, elle est absorbée. On la découpe en acides aminés. En revanche, on putrifie les fibres, puisqu'en fait, on demande à des bactéries de les découper et ça produit plein de méthane qui est particulièrement toxique pour les tissus. Le méthane est un produit cancérigène. Donc, si on s'étonne après d'avoir des cancers du côlon en mangeant des tas de fibres qui pourtant vont être super parce que ça va racler ton côlon. tout ton système épithélial et donc du coup ça contribue à nettoyer ton truc, mais c'est n'importe quoi. C'est une incompréhension de ce qu'est l'intestin qui se renouvelle tous les 3 jours tout seul, comme un grand. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit qui vienne le racler. Ah, mais tu vois, voilà les légendes qui sont portées, alors qui sont portées d'abord par ces fameux descendants d'agriculteurs, tu sais, les salauds qui ont tué le pauvre Abel. Pauvre Abel. Donc ils sont encore là. Tu vois, ils sont même persuadés qu'au paradis, on mangeait que des fruits et de l'herbe, tu vois. Oui, parce que c'est ce que dit les textes, tu sais, avant on était au paradis, et le paradis, il y avait de tout, hein, et tout d'un coup, on est devenus des méchants chasseurs, etc. Cette histoire d'Adam et Ève, Jordan Peterson, qui est d'ailleurs un carnivore, je connais. le raconte sous une forme vachement intéressante, puisqu'en fait, il nous dit c'est pas une réalité historique, Adam et Ève, ou même la Bible, c'est plutôt la façon dont notre cerveau s'est structuré. Donc il dit, moi en tant que psychologue, je peux vous relire la Bible comme étant un grand message pour nous apprendre comment notre cerveau s'est créé. Donc le nourrisson qui sort du ventre de sa mère, au départ, il voit du jour, de la nuit, enfin, c'est à peu près tout ce qu'il voit. Toi, il ne sait pas rattacher tout ce qu'il voit à tout ce qu'il voit. Et à un moment, naît le Verbe. À un moment, il voit un truc ovale comme ça, avec 2 trucs là, et avec là des dents, et il va dire maman. Et tu vois, ça va devenir maman, et ça s'associe au fait qu'il est câliné, au fait qu'il est nourri, au fait qu'il machin, qu'il est changé, qu'il est nettoyé, machin, etc. C'est ça, maman. Avant qu'il dise maman, il a des formes. Ça n'existe pas. Oui. Et le monde naît à partir du moment où on met un mot. Donc c'est vachement intéressant. Ça décrit très très bien la façon dont le cerveau se structure dans les premiers jours de l'enfant. C'est vrai. Voilà. Oui. Deuxième histoire. Et donc par rapport à Adam et Ève, voilà. Deuxième histoire, Adam et Ève. Oui. Qu'est-ce que ça dit? Adam et Ève étaient dans le paradis. C'est quoi le paradis? C'est l'inconscience. C'est les enfants de moins de 5 ans. Ils sont
inconscients. Ils ne savent pas que demain, ils vont mourir. Oui. Ils ne savent pas que nous, on va mourir, que les gens qu'ils aiment vont souffrir. Ils sont dans l'inconscience, comme les animaux. D'ailleurs, ils sont des animaux jusqu'à cette époque-là. Jusqu'à 4-5 ans, ce sont des animaux. Et ils vivent dans l'insouciance, ils vivent dans l'inconscience, ils ne savent pas ce que va être demain. Ils te disent, ah, mais c'est quand qu'on arrive? Mais tu sais, quand tu leur dis c'est dans 3 jours, ah, d'accord, mais c'est quoi 3 jours, tu vois? Oui. Et ils ne savent pas compter, ils ne savent pas lire. Enfin, ils savent compter comme ça, mais tu vois, ils savent pas retenir les chiffres. Hein, et ils savent Bien pas sûr. lire, ils savent reconnaître les lettres, ils savent reconnaître 2 lettres éventuellement, mais ils n'arrivent pas à comprendre que quand tu les mets ensemble, ça fait un truc. P-A, oui, P-A, oui, d'accord. Papa, oui, d'accord. Mais tu vois, ils ne réalisent pas que, ah, mais c'est comme papa. Non. Ça clique pas. Et il y a un moment, ça va cliquer. Et ce moment, c'est le moment où on a mordu le fruit défendu. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du La mal. connaissance. La connaissance du bien et du mal. C'est le moment où on sait qu'on fait quelque chose de bien ou qu'on fait quelque chose de mal. Avant, on ne sait pas. Le chat, quand il ouvre le ventre de la souris, il ne sait pas qu'il fait du mal. Il joue. Oui. Le petit bébé, enfin le gamin de 4 ans qui met le feu à des fourmis avec un briquet, il ne sait pas qu'il leur fait mal. Non. À 6 ans, c'est plus perturbant. C'est un psychopathe. Mais à 3-4 ans, c'est mignon. Bon. Et donc, tout d'un coup, quelque part entre 5 et 6 ans, on va naître une deuxième fois. On va naître à notre conscience de soi. Tout d'un coup, on va s'apercevoir qu'on existe. On va s'apercevoir que, waouh, mais alors il faut faire gaffe, ça va être terrible. Et donc Dieu dit à la femme, tu enfanteras dans la douleur. Ça ne veut pas dire que les animaux, eux, ils enfantent dans la joie, la Dans bonne la humeur. joie. Ils sont dans la douleur, mais les animaux, ils ne le savent pas avant et ils l'oublient après. Les femmes, le moment où elles savent qu'elles sont enceintes, elles savent que, ouh là là, mais je vais passer à travers un truc de monstrueux. Il y a un truc gros comme ça qui va passer entre mes jambes. C'est pas possible, il n'y a pas la place pour passer. Je vais mourir. Enfin, l'angoisse et l'anxiété naît de la conscience de soi. Et Dieu dit à l'homme, tu travailleras jour et nuit sur ton champ, etc. Pourquoi est-ce qu'on travaille? Parce qu'on pense que demain, il va falloir se nourrir. Bah oui. Ouais, enfin, ça va, on trouvera. Ah, attends, tu sais pas, il pourrait y avoir un arbre qui tombe, il pourrait y avoir machin, etc. Enfin, on est obligé d'investir. On passe notre temps à investir. Et tu sais, on passe notre temps à investir jusqu'à quand sera la retraite, là on pourra, etc. Ouais, tu pourrais maintenant. Non, parce que tu comprends. Enfin, on n'est pas capable de vivre en disant oh non, mais c'est cool. On a notre conscience de nous-mêmes qui nous dit non, c'est pas cool. Il faut se préparer. Tu sais, demain, peut-être que le système financier va s'écrouler. Demain, on accumule et cette accumulation est liée à cette conscience de soi qu'on a eue. Et donc, c'est cette malédiction que Dieu nous a décrite. C'est pas qu'il nous a maudit, c'est qu'il nous a dit malheureux, là, vous avez fait ça, c'est une erreur. Maintenant, tant pis pour vous. Quoi, hein. Là, vous allez souffrir parce que là, il y a une grande souffrance à être conscient de soi. À être conscient de soi. Une fois que j'ai dit ça, pourquoi est-ce que l'homme est devenu conscient de lui-même? Eh bien, la théorie, une hypothèse que j'apprécie, est l'hypothèse des tissus mous, qui dit chaque espèce animale, en fonction de sa masse, va produire une quantité d'énergie. Oui. Donc tu mets masse, quantité d'énergie, ça te fait une grande ligne droite, tu mets l'éléphant en haut et la souris en bas, et sur cette ligne, tu vas trouver tous les animaux. Oui, c'est logique. Un singe de 75 kg va produire autant d'énergie qu'un homme de 75. Ok. Nous, on a un cerveau, 2% de la masse de notre corps, là, dans la boîte crânienne, 2%.
plus de 25% de la consommation d'énergie. Oui, c'est vrai. Les singes, ils ont un cerveau qui ne peut pomper, lui, que 15%. On D'accord. a 10 points d'énergie en plus pour notre cerveau. Où est-ce qu'on les prend par rapport aux singes? Puisque à masse égale, on produit la même quantité d'énergie, sur quoi on a pris cette énergie pour nourrir ces 10 points de plus sur le cerveau? Où est-ce qu'on les a enlevés? La réalité, le système intestinal. Ah, Par ok. rapport aux singes, Je on vois où tu a veux en venir. arrêté de manger des végétaux et des plantes et on est allé sur les animaux. Probablement au départ les fruits de mer parce qu'on avait des outils, on savait les ouvrir. Puis sur les carcasses en tant que charognard. Donc, tu arrives tout de suite après les principaux charognards, après les principaux carnassiers, tu as des outils. Tu sais ouvrir un fémur en deux et manger la moelle. Tu sais ouvrir la boîte crânienne et Et manger le accéder à la cerveau. cervelle. Mmh. Nickel, tu survis, bravo. Et en faisant ça, tu as une énergie extraordinaire des acides gras saturés, des protéines, qui fait que tu as plus besoin de torturer tes intestins pour transformer des feuilles en acides gras. Donc, pour comparaison, gorille, le gorille, il a un côlon qui est 4 fois plus gros que le nôtre et un Oui. intestin grêle qui est 4 fois plus petit. Il a ce qui Digérer. nous est notre cecum, c'est-à-dire notre appendice qui est grand comme ça chez nous, il est comme ça chez chez un Primate. gorille. C'est Mmh. un ballon de rugby. Et le singe, enfin le gorille, pour finir la digestion de ses feuilles, il est coprophage. Oui, je me souviens plus ce que Coprophage, ça veut dire. ça veut dire qu'il mange son caca. Ah oui, d'accord. Donc, Oh, ouais, oui. Ouais. Oui, donc j'ai nos amis véganes qui disent, tu sais, je peux être fort comme un gorille, bien sûr, à si tu manges ton condition. caca. C'est s'ils veulent. Moi, qui suis-je pour juger? Je dirais, moi, Non, ouais, ils ont le droit. mais oui, mais ça, moi, tu vois, là, je dis Moi je souhaite la santé des véganes et exactement. d'ailleurs oui, voilà et d'ailleurs je le dis, les véganes ont déjà un point, par rapport à ceux qui ne font pas attention à ce qu'ils mangent, c'est que déjà ils ont été men on leur a menti, mais au moins ils font déjà attention à ce qu'ils mangent. Ce qui est déjà un bon pas vers, la Et, guérison et et beaucoup de la véganes santé. arrêtent le véganisme dans les 2 ans. Et beaucoup des membres de notre groupe Facebook, la Régime Carnivore France, Ce sont des anciens viennent du véganes. véganisme. Oui. Moi je suis végétarien Effectivement, à parce la que base. c'est des gens qui cherchent et parce que c'est des gens qui, à un moment donné, réalisent que la protéine est essentielle. Voilà, ça. Donc, ma croyance, c'est que nos ancêtres lointains, parce qu'on parle de plus d'1 million d'années, enfin, on parle de même 2 millions d'années en fait, ont commencé à du charognage, à manger des cervelles et des tibias ou des fémurs fendus de proie. Et en se nourrissant à ça, ont pu développer un cerveau de plus en plus gros. Ça s'est accéléré probablement avec la domestication du feu, mais qui était Bien sûr. possible par le cerveau de plus en plus gros. Et on estime que c'est au moins il y a 400 à 800 000 ans, on est devenu des sapiens et on estime que c'est à ce moment-là qu'on est devenu conscient d'exister. Et donc, tu vois, cette descente du paradis est probablement liée à cet apport exceptionnel de protéines et d'acides gras qui nécessitent très peu d'efforts de digestion et donc qui permettent d'économiser énormément d'énergie pour notre cerveau. Corollaire, si tu te mets à manger beaucoup de fibres, beaucoup de produits de plantes, etc.,
outre tous les toxiques qu'il y a dans ces plantes, parce qu'elles cherchent à se défendre, elles ne veulent pas être mangées, donc elles ont produit chacune des poisons différents. L'ensemble des insecticides qu'on utilise sont des produits végétaux au départ, qu'on a synthétisés pour la plupart, mais c'est végétaux au départ. Outre ça, ça va demander un gros travail à notre corps qui va pomper de l'énergie qu'on n'aura plus disponible pour notre cerveau. Oui. Tous les gens qui se passent en carnivore expliquent qu'ils ont une impression de clairvoyance incroyable qu'ils n'avaient pas avant, de capacité de travail qu'ils n'avaient pas avant. Ça, oui. Ça, il y a une capacité énergétique. C'est comme ça que je me l'explique. Ah oui. Oui, probablement. Parce que Cette énergie l'énergie ne est disperse utilisée par plus. notre. Si tu la disperses plus dans les intestins, tu l'as dans le cerveau. Oui. Alors, corollaire, si tu mets une population entière à manger du pain, tu peux les satisfaire avec des jeux. Ils sont suffisamment idiots pour rester dans un monde virtuel et puis t'emmerder en tant que tyran. Je pense qu'effectivement, c'est le cas. Oui, non, bien sûr. Et alors là, j'ai même expérience personnelle pour le coup, puisque j'ai toujours une addiction aux jeux vidéo, mais elle est bien, bien moindre. Et je prends beaucoup moins de plaisir depuis que je fais mon régime carnivore. Ouais. Donc, je me rends bien compte qu'il y a un changement au niveau hormonal et au niveau mental. Et effectivement, si tu es sédaté, si tu es sous sédation, tu ne te rebelles pas. Et effectivement, ça paraît logique. Mon codename, c'est JXO. Sur World of Warcraft, des JXO, druides, warriors, machin, etc. Si tu veux, c'est. J'ai joué à World of Warcraft. J'ai des dizaines de personnages qui sont tous au niveau 110 ou 120 avec le meilleur stuff possible imaginable. J'ai fait ça. Et effectivement, je pense que c'est très compliqué de lutter contre ces addictions quand on n'est pas bien nourri. Et parmi les constatations qu'on voit sur les forums carnivores, c'est que des gens qui étaient dans l'alcoolisme et qui en sont sortis assez naturellement après être entrés dans le carnivore, en fait, les gens ne venaient pas pour ça, mais s'aperçoivent que, mais en fait, ça fait 2 ans que je n'ai pas bu. Et pourquoi? Je ne sais pas, j'ai plus besoin, plus envie. Mais c'est exactement ça. Hein. Oui, mais tu vois, ce qu'il y a d'intéressant derrière ça, c'est qu'en fait, c'était une question de malnutrition. Et moi, je pense que ces histoires d'addiction sont en fait une forme d'automédication. Donc, tu manges un truc trop glucosé, tu vas faire un pic d'insuline, tu vas cracher, donc du coup, ta glycémie va s'effondrer. Et comme elle va s'effondrer, tu vas être en train de piquer du nez, tu vas prendre un coup de café pour te remonter. Là, tu vas avoir besoin d'une clope pour te calmer parce que comme le café, c'est super sec. Et le soir, il te faudra quand même un bon verre pour replonger. Et si tu as un jeu vidéo pour calmer tes angoisses, c'est parfait. Tu vois, et tout ça, c'est une forme d'automédication. C'est ça, tout est lié. C'est une compensation d'un monde dans lequel on nous a mis. Et on nous a mis dans ce monde essentiellement avec la facilité qu'il y a à subventionner la production agricole. Donc, du coup, tous les produits subventionnés sont ce qu'on trouve dans nos hypermarchés. C'est du blé, des huiles végétales, des protéines cheap de pas très bonne qualité, hein, le poulet, les œufs tels qu'ils sont faits actuellement, le lait, etc. Et voilà. Où les gens peuvent-ils te trouver, Jean-Christophe? Alors, le plus simple sur ces sujets-là, c'est le groupe Régime Carnivore France sur Facebook. Et puis, donc, il me trouve aussi donc, sur ces sujets-là sur Facebook, il me contacte, Jean-Christophe avec un Xtophe Ordonneau. En général, un petit truc sur Messenger. Salut, je suis intéressé par le sujet carnivore. Est-ce que je peux te poser des questions? En général, je suis dispo. Super. Merci beaucoup d'être venu. Je t'en prie. Voilà. Et à disposition si tu as d'autres questions.